Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info 1. Mamadou Diouf, bonsoir et merci à vous également de nous rejoindre sur ce plateau. Merci Charlotte, bonsoir. 4 jours après le début de l'offensive, les tirs de roquettes se poursuivent et l'ampleur des tueries perpétrées dans les kibboutz dans la bande de Gaza se révèle. Plus de 200 raids aériens ont réduit des quartiers entiers à des tas de gravats. 1200 Israéliens sont tués depuis samedi dernier, selon l'armée israélienne, et plus de 2700 blessés. Un bilan qui ne cesse d'augmenter. Côté palestinien, l'on dénombre 1055 morts et plus de 500 blessés, dont 30 morts dans la nuit de mardi à ce mercredi, d'après le Hamas. Nous sommes au cinquième jour, le cinquième jour d'hostilité. C'est ouvert donc ce mercredi et la tension est loin de descendre. Est-ce que le choc prédomine toujours? Oui, on est toujours sous le choc, on est toujours sous l'émotion, alors que c'est maintenant qu'il faut tout faire pour éviter d'aller vers une escalade qui va être encore beaucoup plus meurtrière, puisqu'il y a pratiquement 1 millier de morts dans un camp, 1 millier de morts dans l'autre camp. Si on veut véritablement trouver la solution, c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, quand on regarde la réaction de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est comme si on a donné carte blanche à Israël pour tuer le maximum de Palestiniens, parce que moi je dis Palestiniens, je ne dis pas Hamas, puisque quand on bombarde, mais la maison qu'on bombarde, vous parlez de destruction, est-ce que c'est la Hamas qui est propriétaire du bâtiment? Ces personnes qu'on tue, quand on regarde les chiffres des Palestiniens, mais il y a plein d'enfants parmi les morts. Et ce n'est pas la première fois. Il y a plein de civils parmi les morts, tout comme il y en a eu du côté des Israéliens. C'est incompréhensible qu'on veuille crier quand il y a un mort civil israélien et quand il y a un mort civil palestinien, qu'on fasse comme Joe Biden qui donne des munitions à Israël comme pour dire tue davantage des civils. Ça pose un sérieux problème quand même en termes de jugement, s'il faut rester dans le droit international comme on aime nous y appeler. Alors vous dites que c'est comme si une carte blanche a été donnée à Israël. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais, regardez comment on bombarde. Quelle est la distinction quand on bombarde entre un membre du Hamas qu'on veut éliminer et un Palestinien ordinaire? Comment on fait la différence? Mais quand vous bombardez, c'est les bâtiments qui s'en vont. Ce n'est pas seulement les bombardements, parce qu'on parle de l'embargo comme si ça vient d'arriver. Et tous les Palestiniens étaient déjà sous embargo depuis 17 ans. Ce que les Nations Unies ont dénoncé, mais sans poser aucun acte important. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, c'est comme si Israël dit « je vous enferme, c'est l'embargo, personne ne sort », bien qu'ils disent aux gens de fuir. Vous passez par où? Vous ne pouvez pas sortir. Je vous affame, je vous prive d'eau, d'électricité, de tout, de médicaments, et je vous bombarde. Mais comment ça s'appelle? C'est de la destruction. Et c'est dans la destruction qui ne fait aucune discrimination, aucune part des choses entre qui est membre du Hamas, qui n'est pas membre du Hamas. Le Hamas existe, la Palestine existe, tout comme quand vous allez en Israël, mais vous avez les ultra-orthodoxes qui sont là-bas, vous avez les sionistes qui sont là-bas, mais vous avez des Israéliens qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces choses, qui marchent même à l'intérieur d'Israël pour réclamer qu'il y ait un État palestinien. Mais si on fait la confusion, on met tout le monde dans un sac, tout simplement, cette simplification ne fera qu'intensifier à quoi nous assistons actuellement. Vous le disiez, l'État hébreu a imposé depuis lundi le siège complet de la bande de Gaza. Plus de 2,3 millions d'habitants sont un peu dans une situation de prison à ciel ouvert. Oui, mais c'est aussi bien inadmissible que criminel. C'est interdit par les règles. Et c'est pourquoi on se demande, mais pourquoi à chaque fois qu'il s'agit d'Israël, on dit Israël est en train de se défendre, alors que c'est Israël qui est venu occuper les territoires des Palestiniens. C'est Israël qui a une armée, la Palestine n'a pas d'armée. C'est Israël qui bombarde avec des avions, la Palestine n'a pas d'avion. Pendant longtemps, les gens ont demandé à ce qu'on puisse au moins empêcher à Israël d'utiliser l'espace aérien palestinien, parce que le bombardement, quand ça se fait, il n'est pas possible de faire la différence entre les gens. Rien de tout cela n'a été fait. Mais Israël le fait parce que les États-Unis et la France... la Grande-Bretagne, vous avez un certain nombre de pays qui soutiennent Israël et qui l'affirment de façon extrêmement forte, bien que même dans ces pays aujourd'hui, ça pose problème, parce que vous avez des voix discordantes qui disent non, le principe, c'est le principe, et dans le principe, l'État palestinien devrait être créé depuis 1947. Ce n'est pas à Israël de décider si un État palestinien va exister ou pas. On peut résoudre ce problème très facilement d'un point de vue juridique quand on sort maintenant des questions géopolitiques, des questions d'intérêt et autres. Juridiquement, la question est extrêmement
clair. Et justement, beaucoup de questions restent à résoudre. L'occupation, la colonisation de l'enclave palestinienne depuis des décennies. La communauté internationale est-elle restée silencieuse sur ce conflit-là, notamment les États-Unis? Mais les États-Unis ne sont pas restés silencieux, les États-Unis sont complices. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez entendu le discours de Biden, mais c'était une prise de position qui ne laissait pas d'embâge. Avant Biden, c'est Trump qui était là. Les derniers événements violents qu'on a connus, c'était avec Trump, puisqu'il avait décidé de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis. Tout le monde se rappelle tout ce que ça avait créé également comme problème. Donc la posture des États-Unis a toujours été une posture, nous soutenons Israël sur toute la ligne. Ça a été ça la posture. Parfois, elle a été un peu diluée, mais dans le fond, vous avez un soutien qui est là, qui est inconditionnel, comme le dit Biden, c'est pas moi qui le dis, il dit que c'est inscrit dans le marbre. Quand le soutien est inscrit dans le marbre et que c'est Biden qui le dit, je crois que c'est extrêmement clair. Et chaque peuple dans chaque pays, les Palestiniens comme les Israéliens, chacun aussi a des alliés derrière. Oui, des alliés, mais quand vous regardez, les Palestiniens ont perdu l'essentiel de leurs alliés. Un de leurs alliés importants, c'était l'organisation de la conférence islamique, qui est devenue l'organisation de la coopération islamique. Puisque l'OCI a été créé pendant que des Israéliens essayaient d'incendier la mosquée Al-Aqsa. Et dans les textes de l'OCI, il était écrit clairement que l'OCI était disposé à prendre même les armes s'il le faut pour libérer Al-Aqsa et la Palestine. Malheureusement, lors d'un sommet à Dakar, si je ne me trompe, c'était en 92, je ne me rappelle plus de la date, c'était au début des années 90, ils ont enlevé cela. L'Union africaine, pendant un temps, avait mis sur le même pied d'égalité la lutte contre l'apartheid et la lutte pour la libération de la Palestine. Et ça également s'est passé de côté. Après, c'était les pays, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, etc., la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais tous ces pays ont progressivement changé de position. Et quand vous regardez, une bonne partie de ces pays que l'on connaissait comme étant des soutiens de la Palestine, qui avaient même amené les Africains à travers la Ligue arabe à rompre les relations diplomatiques avec Israël, ces pays sont en train de renouer aujourd'hui avec Israël. C'est pourquoi quand vous regardez la réaction dans une bonne partie de ces pays, ce que disent ceux qui dirigent ces pays n'a absolument rien à voir avec ce que veulent les populations de ces pays, qui, si elles avaient la possibilité d'aller en Palestine, vont aller en Palestine pour se battre avec les mains nues. Alors que certains se sont tus, d'autres ont fait dans l'équilibrisme, d'autres parfois même ont tout simplement préféré dire que non, le Hamas en a fait un peu trop, mais c'est parce que ces gens sont en train plus de gérer des intérêts aujourd'hui que de se positionner en tant qu'alliés ou bien soutien de la Palestine. Et justement, parlons de soutien venant des pays africains, justement, qu'il analyse faire de la position du continent dans ce conflit. On sait que l'Union africaine, par la voix du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, appelé samedi dernier à enrayer l'enclave, l'escalade entre le Hamas et Israël. Il n'y a pas de politique étrangère de l'Union africaine. Parce qu'il faut d'abord dire les choses comme elles sont, il n'y en a pas. C'est vrai que c'est lui le président de la Commission, donc il peut parler au nom de l'Union africaine, mais en réalité, il n'y a pas de politique étrangère de l'Union africaine. D'une voix commune. Ça peut même ne pas être une voix commune, c'est que les gens ne s'asseyent pas pour s'entendre sur ce qu'on va faire. Quand vous regardez les positions, le Togo soutient Israël, vous avez l'Algérie qui soutient la Palestine, vous avez l'Afrique du Sud qui soutient la Palestine, le Sénégal vous aussi. avez le Kenya qui soutient Israël, etc. Donc vous prenez des pays qui ont pris des positions claires, étant dans un camp ou dans l'autre. Mais la majorité des pays n'ont rien dit. Vous avez une bonne quarantaine de pays où c'est le silence radio absolu. Et justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre Mais ça montre encore jusqu'où nous, Africains, nous n'avons pas encore la liberté d'assumer ce que nous sommes et de porter notre jugement sur ce qui se passe à l'échelle internationale sans tenir compte de quoi que ce soit. Il y en a qui ne disent rien parce qu'il y a des intérêts en jeu. Il y en a qui soutiennent parce qu'il y a des intérêts en jeu. Il y en a comme l'Afrique du Sud qui en font une conviction parce que Mandela avait dit de façon extrêmement claire que la liberté de l'Afrique ne sera pas complète sans la liberté de la Palestine. Puisqu'à l'époque, il y avait des luttes, pas seulement au niveau de l'Afrique du Sud, mais au niveau d'un certain nombre de pays. Mais maintenant, ces gens de conviction, ces gens qui sont sur les principes, ils deviennent de plus en plus rares. Les prises de position sont de plus en plus des prises de position d'opportunité, ou bien de prises de position en fonction d'intérêts recherchés, ou bien en fonction d'une crainte par rapport à
un allié qui est là, qui t'appuie et tu ne veux pas prendre une position contraire par rapport à sa position. Mais c'est pourquoi c'est des pays comme l'Afrique du Sud qui généralement en Afrique prennent sur l'échelle internationale des positions très fortes en montrant carrément leur souveraineté, leur indépendance par rapport aux autres pays du monde. Les forces israéliennes ont déclaré hier mardi qu'une salve de roquettes avait été tirée depuis le sud du Liban en direction d'Israël. Et ils pointent du doigt le Hezbollah alors que les tensions semblaient s'envenimer à la frontière entre Israël et le Liban. C'est une situation qui doit faire craindre l'ouverture d'un nouveau front. Mais tout à fait. La dernière guerre la plus difficile que Israël a connue, c'était avec ce même Hezbollah. Et ils n'ont pas été capables de les vaincre. Il faut le rappeler, ça a été extrêmement difficile pour les Israéliens. De sorte que le Hezbollah, qui est déjà un ennemi déclaré, juré par rapport à Israël, ils se sont en quelque sorte solidarisés en tirant eux également sur Israël. Mais le Hamas également a déclaré qu'il a envoyé ces gens qui, à partir de cette partie du Liban, ont également tiré sur Israël. Donc, il y a les deux éléments. Le Hezbollah a revendiqué clairement des tirs à partir de cette partie du Liban. Le Hamas également a réclamé des tirs à partir de cette zone. Et 4 jours après le début de l'offensive des Gazaouis, on continue de subir des bombardements israéliens en riposte. Mais jusqu'où peut aller l'État hébreu cette fois? La guerre risque-t-elle de durer? Difficile pour le moment de dire jusqu'où ça va aller, parce que contrairement à ce que les gens croient, il y a des négociations. À chaque fois qu'il y a guerre, il y a négociation, même si les discours sont extrêmement forts pendant qu'on en parle. D'habitude, c'est l'Égypte, c'est à Sharm el-Sheikh que souvent on se retrouve finalement pour essayer de trouver une solution. Je n'ai pas d'informations claires là-dessus, mais généralement, pendant ces situations, il y a un travail qui est fait en dessous, et vous avez vu des présidents dire, j'ai appelé le président israélien, j'ai appelé le président de l'autorité palestinienne, etc. On est déjà dans des négociations. Mais ce cas est un cas plutôt particulier parce que quand vous regardez le nombre de morts, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien, sur un très petit nombre de jours, mais ça fait fort longtemps qu'on n'a pas vu une telle situation, pour ne pas dire qu'on n'a jamais vu une telle situation. Ce qui fait que la négociation également va être beaucoup plus difficile parce que pour le moment, l'émotion domine par rapport à la raison sur ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et malheureusement, ceux qui devaient pousser à la négociation sont en train de tomber, eux aussi, dans l'émotion au lieu de rester dans la raison. Négociations, qui sont les interlocuteurs engagés? Mais ça sera nécessairement l'autorité palestinienne, puisque c'est l'autorité qui est reconnue. Le Hamas est considéré par beaucoup de gens, y compris par Israël, comme un groupe terroriste, bien que Israël négocie avec le Hamas, puisque quand il y a des échanges de prisonniers, c'est avec le Hamas que ça va se faire. Même les Américains qui les considèrent comme des terroristes et autres, comme on le sait, on dit les gens sont terroristes, ils ont négocié avec les talibans à Doha, etc. Donc, il ne faut pas écouter ce que les gens disent seulement, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font dans la réalité. Donc, il y aura le Hamas dedans, il y aura également l'autorité palestinienne, parce que ce n'est pas l'autorité palestinienne qui est en train aujourd'hui d'affronter militairement Israël, c'est le Hamas. C'est le Hamas. S'il faut un cessez-le-feu, c'est le Hamas qui va cesser le feu, ce n'est pas l'autorité palestinienne. On ne peut pas sauter le Hamas dans cette négociation. Israël a annoncé ce mercredi la création d'un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre. En quoi est-ce que cette mesure est-elle nécessaire? Rappelez-vous que Netanyahou était en train de traverser une période extrêmement difficile avant la guerre, des manifestations qui ont duré, qui ont mobilisé beaucoup d'Israéliens à cause d'un certain nombre de réformes qu'il voulait faire, que les gens considéraient comme étant des réformes antidémocratiques. Lui-même, il était fortement contesté pour tout un ensemble de raisons en termes de corruption, etc. Mais il a besoin aujourd'hui d'avoir tous les Israéliens derrière lui. La meilleure façon de le faire, c'est de faire une sorte de gouvernement d'union nationale, dire à tout le monde, venez, il y a la guerre, on a un problème fondamental à régler, un problème principal, venez tous ensemble, on va résoudre ce problème. Mais même dans ça, ça ne va pas être très facile puisque Netanyahou s'est mis à gouverner avec les ultra-orthodoxes, les gens qui sont les plus extrémistes parmi les Israéliens, ce qui fait que les autres ont souvent contesté ce qu'il est en train de faire. Quel distinguo faire entre le Hamas et l'autorité palestinienne, les deux parties engagées à défendre les intérêts du peuple palestinien? En fait, la lutte pour la libération du peuple palestinien a été menée pas seulement par l'OLP, parce qu'à cause de Arafat, les gens ne parlaient que de l'OLP. Mais il y avait le FDLP également de Georges Habash, que les gens oublient. Il y a le Hamas qui est né beaucoup plus tardivement avec ce qu'on appelle l'intifada. Le Hamas est un mouvement, pas terroriste comme les gens veulent nous le faire croire, qui est un mouvement palestinien qui considère que Arafat avait baissé les bras. Le Fatah avait baissé les bras. Le Hamas a
participé à des élections à l'intérieur des territoires palestiniens en 2006 et ils ont gagné les élections. Mais on les a empêchés de pouvoir gouverner. Il y a ce cher qui dirigeait le Hamas, qu'on se rappelle encore de lui, Abdel Salam, mais quand vous le voyez, il était sur sa chaise roulante. Les Israéliens lui ont envoyé un missile sur sa chaise roulante alors qu'il revenait de la mosquée de la prière de l'aube. Donc ce n'était pas un mouvement qui était au départ sur une lutte à ne pas finir avec la bagarre, mais il considérait que la lutte n'était plus menée par l'OLP. Donc vous aviez ce qu'on appelle le Fatah de l'OLP, le Hamas qui se disputait j'allais dire le leadership de la lutte pour la Palestine, et à travers les élections, c'est le Hamas qui l'avait remporté, mais personne ne voulait du Hamas comme étant la représentation des Palestiniens dans cette lutte. On a préféré aller soutenir l'autorité palestinienne, mais le Hamas a résisté jusqu'à aujourd'hui. Et à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, dans la situation actuelle? Je me dis que le mieux à quoi on peut s'attendre, c'est que les gens arrêtent de se positionner d'un côté ou de l'autre, mais qu'on arrête les morts des deux côtés. Qu'on aille vers la négociation et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on respecte le droit. Pas seulement quand il s'agit de dire Israël se défend, mais quand Israël agresse également les Palestiniens, qu'on respecte le droit, mais surtout qu'on respecte cette décision qui avait été prise depuis 1947 de créer deux États. Et si on a des problèmes jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on a créé un État et on a empêché la création de l'autre État. Ce n'est pas qu'on n'a pas créé l'autre État seulement, on a empêché la création de l'autre État. Tant qu'on continuera à l'empêcher, les Palestiniens continueront à se battre pour avoir leur indépendance. C'est un appel qui s'adresserait peut-être au Conseil de sécurité? Mais pas seulement au Conseil de sécurité, d'abord au Conseil de sécurité, puisque c'est l'ONU qui avait décidé de ce plan de partage, mais à tous ceux qui sont là, qui sont en train actuellement aujourd'hui pratiquement de jeter de l'huile sur le feu, au lieu d'aller dans le sens d'apaiser d'abord la situation et de trouver une solution définitive. Les Palestiniens sont fatigués des fausses solutions, des conférences internationales qui ne donnent absolument rien, puisqu'après on retourne à la case de départ. Tout le monde connaît la solution définitive, mais qu'on cherche la solution définitive en créant tout bonnement un État palestinien. Mamadou Diouf, au risque de faire répéter, mais peut-être rapidement pour finir, pourquoi la solution à deux États, quelque part, ne semble pas arranger Israël? Quand vous regardez Israël, quand vous regardez le gouvernement actuel de Netanyahou avec les ultra-orthodoxes qui sont dedans, pour eux, la Palestine n'existe pas. Ce qu'on appelle Palestine fait partie d'Israël. Et vous voyez leur stratégie qui consiste à mettre des colonies, à grignoter le territoire palestinien. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1947. Le plan de partage qui disait voilà la partie Israël, mais n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain aujourd'hui parce qu'on a grignoté les territoires palestiniens. Donc, il est clair que si c'est sur Netanyahou qu'il faut compter, ou bien les ultra-orthodoxes qui le soutiennent, il n'y aura jamais deux États, un État palestinien et un État israélien. Mais heureusement, vous avez des Israéliens qui sont prêts à ce qu'il y ait deux États. Vous avez des Palestiniens qui sont prêts à ce qu'il y ait deux États. Je me dis que c'est cela qu'il faut appuyer pour avoir une solution définitive. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite de New Au Soir, c'est tout de suite avec le plateau de l'invité.